Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, mais qui sont les 50 meilleurs combattants de l'univers de Game of Thrones? Eh oui, j'ai bien dit 50, je ne suis pas fou, enfin pas complètement, et peut-être que vous avez remarqué, hein, la nouvelle coupe de cheveux. Non, bon, je parle du décor, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi Spinoza? Ouais, tu pourras jamais y toucher, hein, au petit snack cinéma, la hot dog et compagnie. Eh ben non, tant pis. Je tiens surtout à remercier Super Nini, sans qui ce nouveau décor aurait été totalement impossible à mettre en place pour un super bricoleur comme moi. Donc merci à toi Super Nini, t'es la meilleure. Concernant ce top, eh bien effectivement dans une vie antérieure, j'avais fait un top 15 des meilleurs combattants de Game of Thrones, mais là je me suis dit, allons-y à fond, poussons le concept jusqu'au bout, je vais faire les 50 meilleurs, et du coup la vidéo sera en deux parties. La première aujourd'hui sur les places 50 à 25 et la seconde sur 24 au premier. Dans ce type de classement, il y a quelques éléments essentiels à connaître et à bien comprendre avant de se lancer dans des commentaires enflammés. Tout d'abord, c'est un top qui concerne le talent des combattants avec des armes au corps à corps. Du coup, je ne parlerai pas des tireurs à distance comme Ygritte par exemple, même si elle est dévastatrice avec un arc. Et puis il faut savoir que je ne parlerai que des humains ou assimilés, donc pas de Vun Vun le géant, pas de marcheur blanc, pas de dragon. Et puis, il est très important aussi de souligner que je me base essentiellement sur les personnages tels qu'ils sont présentés dans la série. Lorsque j'utiliserai les livres, je le mentionnerai. Et puis, pour la plupart, la quasi-totalité de ces personnages, j'ai préféré prendre ceux qu'on voit combattre à l'écran, mais je me suis autorisé quelques exceptions, et là encore, je le mentionnerai quand leur tour arrivera. Allez, c'est parti, je commence en 50e position avec Nymeria, une des Aspics des Sables. Vous savez, il y en a 3 dans la série, ce sont des filles d'Oberyn Martell, même si elles n'ont pas toutes la même mère. Elles se sont entraînées au combat dès leur plus jeune âge. Nymeria, c'est celle qui a le fouet, et c'est pour ça que je l'ai classée en dernière parmi les 3 Aspics, puisque comme on peut le constater dans son combat contre Euron notamment, le fait d'enrouler son fouet autour du bras par exemple d'un adversaire n'est pas forcément une très bonne idée quand il y a une grosse différence de force physique. Et d'ailleurs Euron finit par l'étrangler avec sa propre arme, comme il empalera Obara avec sa propre lance. Quoi qu'il en soit, on peut souligner aussi que l'interprète de Nymeria a un rôle assez intéressant dans Iron Fist, elle joue Colleen Wing, et c'est quand même drôle de se dire qu'elle a un meilleur rôle, en tout cas de mon point de vue, dans Iron Fist que dans Game of Thrones. En 49, je passe à Tienne, la spécialiste des poignards, et on voit qu'elle est douée aussi bien pour lancer ses couteaux qu'au corps à corps. On le voit notamment durant, encore une fois, l'abordage de la flotte de Yara et Théon par leur oncle Euron, mais elle manque un petit peu de bouteille, elle manque aussi de force physique. Comme lui dira Bronn lors de leur première rencontre et leur premier combat, elle se débrouille plutôt bien pour une petite fille. Comme vous l'aurez sans doute deviné, la place 48 est attribuée à Obara, la dernière des Aspics des Sables. C'est sans doute la plus coriace des 3, et il faut dire que son arme, la lance, est la plus dangereuse, a priori, au corps à corps. Elle s'en sort plutôt bien, mais malgré tout, contre Euron, elle ne fait pas du tout le poids, alors qu'elle peut compter sur l'aide de Nymeria pendant une bonne partie de cet affrontement. En 47e position de ce top, place à Théon Greyjoy, au Theon Greyjoy, ça sonne peut-être un petit peu mieux. On ne le voit pas combattre tant que ça dans la série, même s'il est là depuis le tout début. On sait qu'il est plutôt un bon archer, puisque dès la première saison, il sauve Bran, alors qu'il se faisait attaquer Bran par Osha et d'autres sauvageons. Et puis on l'a vu combattre à l'épée quelques fois. Évidemment, on sait qu'il a bénéficié dans sa jeunesse de l'entraînement du maître d'armes de Winterfell. On le voit se débrouiller très correctement lors de l'abordage du début de la saison 7, il abat plusieurs Fernets avant de perdre ses moyens quand la peur le rattrape. On peut ajouter que son combat à main nue contre Harald sur la plage de Dragonstone permet de mettre en avant sa haute résistance à la douleur. De toute évidence, des coups de poing ne sont plus grand chose pour lui suite à ce que Ramsay Bolton lui a fait subir. Le numéro 46 de ce classement pourrait en surprendre quelques-uns d'entre vous, puisqu'il s'agit de Howland Reed, qu'on ne voit que lors du voyage dans le passé de Bran accompagné de la Corneille aux Trois Yeux, lorsqu'il découvre les événements qui se sont déroulés au pied de la Tour de la Joie, là où Jon est né, je vous le rappelle. Et donc effectivement, Howland Reed ne vient à bout d'Arthur Dayne que par surprise de dos avec un coup de poignard, mais quand même, il a survécu à un coup d'Arthur Dayne, et puis s'il fait partie de la suite directe de Ned, c'est que ce dernier l'estime, donc on peut vraiment considérer qu'il fait partie des bons combattants. En 45, Rodrik Cassel, le maître d'armes de Winterfell, on ne le voit combattre à l'écran qu'une seule fois, lorsque la suite de Catelyn, qui tient alors prisonnier Tyrion Lannister, se fait attaquer par les tribus des collines. Et par ailleurs, après, en saison 2, lorsque Winterfell tombe entre les mains des Fernets suite à la trahison de Theon Greyjoy,
eh bien on apprend qu'il a réussi à abattre 2 d'entre eux, et pourtant il est évident qu'il était en très nette infériorité numérique et qu'il avait un certain âge, donc on peut clairement le classer comme un bon combattant. En 44, place à Jory Cassel, le neveu de Ser Roderick et aussi capitaine de la garde de Winterfell. Il a accompagné son seigneur, Eddard Stark, Ned si vous préférez, lorsque celui-ci a accepté la lourde tâche de main du roi, donc ça se passe évidemment à Port-Réal, la capitale, et il fait une triste rencontre, celle de Jaime Lannister et de ses hommes dans les rues de la capitale, et cela se solde par sa mort, mais il parvient alors qu'il est encerclé, et malgré l'avantage de l'allonge des armes Lannister, des armes d'Ast, à en abattre 2 d'entre eux, mais lorsqu'il est directement confronté à Jaime, il meurt rapidement, mais il méritait clairement un petit coup de chapeau dans ce top. En 43, Yara Greyjoy a largement mérité sa place parmi les rares femmes de ce classement. On la voit en action plusieurs fois, là je parle de combat, pas d'embrasser de jolies filles dans les bars, et il s'agit pour la première fois du combat pour aller tenter de récupérer Théon des griffes de Ramsay. Elle s'en sort très bien même si elle est obligée de fuir. Elle a un style agressif et mobile, elle est aussi douée avec une épée à la main qu'une hache, et on la voit également en action lors du fameux abordage de la saison 7. Il est sûrement la réponse ultime à toutes les questions de l'univers, puisqu'en 42, voici Jeor Mormont, j'ai failli l'oublier, c'était évidemment le Lord Commandant, le Seigneur Commandant de la Garde de Nuit dans toutes les premières saisons de la série, et il a failli trahi par les siens chez Craster, mais alors qu'il se fait poignarder dans le dos, au sens propre comme au sens figuré, il trouve encore la force de se retourner et parvient presque à étrangler son agresseur, son assassin, d'une seule main. C'est dire l'endurance et la force du bonhomme qui aurait été classé encore bien plus haut avec 20 ans de moins. En 41, j'ai choisi Vardis Egan. Mais c'est qui ce type? Eh bien, vous vous souviendrez de lui quand je vous dirai qu'il s'agissait du champion du Val, celui qui est choisi lorsque Tyrion veut un procès par combat, et oui, ça va devenir une habitude, et il est vaincu par Bronn, donc vaincu par quelqu'un qu'on découvre au fur et à mesure de la série comme un des tout meilleurs combattants, et pourtant le combat est assez serré, donc je pense que ce bon Vardis méritait bien sa place dans ce classement. En 40e position, c'est Gendry et son marteau à 2 mains. On sait que Gendry est le fils illégitime de Robert Baratheon, qui était lui-même un formidable combattant dans sa jeunesse, et Gendry apparemment a hérité de la force physique de son père. Il faut dire que de ce point de vue, forgeron, ça aide pas mal. Je pense qu'il lui manque quand même un sérieux entraînement pour atteindre un très haut niveau, et puis ce n'est peut-être pas pour rien que c'est celui que la troupe dans la saison 7 qui est au nord du mur décide de renvoyer, peut-être qu'ils se disent qu'il n'a pas encore totalement le niveau, mais il a un sacré potentiel. En numéro 39, Ramsay Bolton, qui est un sérieux client. On s'en rend notamment compte lors de la saison 4, avec le combat que j'ai déjà évoqué avec Yara quand elle tente de récupérer Théon. Et il impressionne quand il se jette torse nu à moitié couvert de sang, avec une arme dans chaque main. C'est non seulement un sadique, mais il semble aussi se croire presque invulnérable. Le résultat en tout cas est très efficace. Et puis on se souvient aussi des fameux Give me 20 good men, donnez-moi 20 bons gaillards, qui aboutit à la destruction totale des réserves de l'armée de Stannis. En numéro 38, voici ce bon et regretté Robb Stark, que Jon considère en tout cas au début de la série comme meilleur épéiste que lui. On ne le voit combattre qu'une seule fois à l'écran, c'est en première saison, alors qu'Osha et d'autres sauvageons s'en prennent à Bran, son petit frère, et il se révèle plus que compétent. Toutefois, Robb est assez sage pour reconnaître ses propres limites, et il se garde bien d'accepter la proposition de duel de Jaime Lannister quand ce dernier se retrouve prisonnier des troupes Stark. Karl Tanner, vous vous souvenez sans doute de lui, c'est ce frère juré de la garde de nuit qui a trahi son serment lorsqu'il a lancé la rébellion qui aboutit à la mort de Craster, et puis aussi, surtout, à celle de Jeor Mormont. Il est très habile et rapide avec ses 2 poignards, et ses origines de gamin des rues dans les coins les plus malfamés de Port-Réal en font un combattant peu conventionnel, sournois et redoutable. Il vient à bout presque de Jon Snow qui ne doit sa survie qu'à l'intervention de l'une des filles de Craster. À la place 36, c'est Gerold Hightower. C'est un cas très particulier qui a notamment été influencé pour ce choix par les livres. En effet, on ne le voit dans la série que dans le fameux affrontement revisité par Bran au pied de la Tour de la Joie, mais il faut savoir que Ser Gerold était considéré comme l'un des meilleurs épéistes de son temps, qu'il faisait partie de la garde royale même avant le règne d'Aerys II, et qu'on le surnommait le Taureau Blanc pour sa très grande force physique. Du coup, je pensais qu'il méritait vraiment cette place honorable dans ce classement. En 35e position, voici Ser Loras Tyrell, le chevalier aux fleurs. Il est très réputé pour ses prouesses, notamment en tournoi, que ce soit en mêlée ou en joute. D'ailleurs, la première fois qu'on le voit dans la série, il est en train de perdre la finale d'un tournoi de mêlée contre Brienne.
Et il est intéressant de souligner que dans les livres, il a un frère, Ser Garlan, qui est réputé comme l'un des tout meilleurs épéistes de l'époque. La série a plus ou moins mêlé les deux personnages, et même s'il est vraiment très doué, peut-être qu'on peut se dire qu'il lui manque l'opiniâtreté et l'expérience qui font les tout meilleurs. En numéro 34, voici celle qu'on surnomme l'orpheline, l'abandonnée, la gamine, en résumé la waif. C'est une adversaire redoutable et donc on la découvre notamment au travers d'Arya. Cette apprentie sans visage est très difficile à classer. On sait qu'Arya finit par en venir à bout grâce à sa maîtrise de l'obscurité puisqu'elle est aveugle depuis un moment. Mais quoi qu'il en soit, il est difficile de dire ce que la waif donnerait contre un adversaire aguerri. À vue de nez, une 34e place. En 33, on continue avec un cas plutôt difficile à évaluer, celui de Benjen Stark. Et oui, quand on le voit combattre à l'écran, il est uniquement à demi-vivant, il utilise un fléau d'armes qui s'enflamme comme par magie, mais on sait quand même qu'auparavant, il était le premier patrouilleur de la garde de nuit, que dans sa jeunesse, il a évidemment bénéficié de l'entraînement des maîtres d'armes de Winterfell, et puis quand même, il a survécu à une blessure de marcheur blanc. En résumé, c'est un bon dur à cuire. À la 32e place, Yoren, un nom qui ne vous est peut-être plus familier puisqu'il remonte aux 2 premières saisons. Il est le recruteur de la garde de nuit et celui qui aide Arya à quitter Port-Réal vivante. Yoren semble avoir une 50aine d'années, mais sa mort héroïque alors qu'il est encerclé par une compagnie de combattants nous en dit énormément sur ses capacités de guerrier. Il reçoit un carreau d'arbalète, se fait attaquer de toutes parts, pourtant il abat plusieurs adversaires avant de finalement succomber. Yoren est un sacré badass. En 31, il s'agit de Ser Alliser Thorne, le sympathique et souriant maître d'armes de la garde de nuit. Celui qui restera jusqu'au bout fidèle à sa vision de ce que devrait être la garde de nuit est un excellent combattant, et c'est notamment la saison 4 avec son duel contre Tormund qui nous permet de mieux juger de ses capacités. Certes, il se fait vaincre, mais il ne démérite pas. À la 30e place, voici Styr, le Magnar des Tènes. Et oui, rappelez-vous, ces Tènes, ce sont ces cannibales que tous les autres sauvageons détestent à peu de choses près. Et leur Magnar, Styr, est un colosse totalement terrifiant. Et c'est à lui qu'on doit plus ou moins la création d'un autre petit monstre, Olly, puisqu'il a tué et bouffé ses parents, ce qui est quand même un petit peu rude, même du point de vue d'un Lillois comme moi. Le duel de Jon contre Styr à Castle Black nous montre les progrès de Jon qui, en bien mauvaise posture, utilise justement ce qu'il a appris de Tanner en crachant au visage du Magnar pour le surprendre. En 29, voici Stannis Baratheon, Stannis the Manis. Voilà un personnage qui bénéficie d'une aura très particulière auprès de toute une frange des fans de Game of Thrones, et il s'illustre plusieurs fois à l'écran pour ses capacités de combattant. Enfin, plusieurs fois, c'est 2 fois exactement qu'on le voit combattre. La première fois, lors du terrible siège de Port-Réal, celui qui a failli réussir mais qui a été contré par l'usage du feu grégeois. Il grimpe au rempart et fait face seul à plusieurs soldats. Et ensuite, c'est juste avant sa mort. Déjà, le fait qu'il ait survécu à la débâcle de son armée face à celle de Ramsay Bolton en dit beaucoup sur ses capacités. Et puis, alors qu'il est seul, épuisé et blessé, il vainc plusieurs des soldats. Et puis ainsi vous faites partie des 2 là au fond qui doutent encore de sa mort. Si, je vous le confirme, Stannis est mort. En 28e position, j'ai choisi 2 ex-aequo, 2 colosses de force de la nature. Il s'agit de Greatjon Umber et de Hodor contrôlé par Bran. Alors Greatjon Umber, on ne le voit jamais combattre à l'écran, mais sa réputation et son apparence de colosse, ses faits d'armes suffisent, et on voit aussi qu'il a une résistance à la douleur exceptionnelle, alors que Vangry, le loup de Robb, lui arrache 2 doigts alors qu'ils ont une petite prise de tête, et il finit par en rire. Concernant Hodor, contrôlé par Bran, c'est un véritable tank, aussi bien pour les humains que pour les spectres. En 27, on enchaîne avec Small Jon Umber, le fils de Greatjon, celui justement qui nous annonce sa mort en saison 6. Et même si c'est un sale traître, puisqu'il a rompu le serment d'allégeance de la maison Omble aux Stark pour servir Ramsay Bolton, eh bien sur le champ de bataille c'est un sacré client puisqu'il a failli venir à bout, à lui tout seul apparemment, de Tormund. Et en fait Tormund est sauvé au dernier moment par le corps des chevaliers du Vandarin qui retentit, et il profite de cette diversion pour arracher une partie du cou de Small Jon avec ses dents, mais il a bien failli y passer. En 26, j'ai choisi Thoros de Myr, celui qui avait peut-être été oublié pendant un temps par les téléspectateurs, mais dont les prestations récentes, notamment en saison 7, ainsi que les anecdotes de Ser Jorah Mormont, nous rappellent à quel point il était un excellent combattant.
Le prêtre rouge, le prêtre de R'hllor, est notamment célèbre pour être entré le premier dans la brèche de la fameuse bataille de Pike lors d'une rébellion des Fernets contre la couronne, et il a survécu, ce qui est une preuve de ses capacités. Il a aussi remporté beaucoup de mêlées lors des tournois de chevalerie des 7 royaumes, et ce n'est pas pour rien qu'il est choisi parmi les 7 mercenaires de Jon pour aller au nord du mur. Malheureusement, il aura fallu un ours polaire spectre pour venir à bout de lui, et encore pas tout de suite. En toute logique, on termine à la 25e position cette première partie du top avec Beric Dondarrion, l'inséparable compagnon de Thoros de Myr et celui que le prêtre rouge a ramené de la mort à 6 reprises. Beric Dondarrion était déjà un chevalier chevronné, c'est pour ça qu'il avait été choisi par Eddard Stark, qui était alors main du roi, pour capturer Gregor Clegane et sa troupe, mais les années passées à battre la campagne, en rébellion contre les troupes de la couronne et Lannister, l'ont encore endurci, et c'est sans même parler de la foi sacrée qui l'anime dorénavant. En résumé, Beric est non seulement un personnage très charismatique, mais surtout, pour ce qui nous intéresse ici, un combattant redoutable, d'autant plus qu'il est équipé d'une épée enflammée, et on a hâte de découvrir quel destin, sans doute tragique, on verra, lui réserve la série pour sa dernière saison. Bah oui, parce que si vous faisiez partie de ceux qui pensent qu'il est mort avec l'écroulement du mur, non, vous inquiétez pas, on le reverra. J'espère que la première partie de ce classement vous aura plu, vous aura convaincu, vous aura diverti. Désolé quand même de vous avoir spoilé la fin de Game of Thrones, puisque j'ai été obligé d'aller tuer moi-même le roi de la nuit pour mettre sa tête dans mon décor. Désolé John, j'espère que tu comprendras. Si ça vous a plu, pensez à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour ne rien rater, puisque même si je vais travailler assez vite pour vous sortir la suite et fin de ce classement, entre-temps il y aura au moins l'analyse de la bande-annonce de Captain Marvel qui va arriver. Et puis aussi ce superbe t-shirt, je n'ai pas peur de le dire, vous a plu, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!